Bonjour à tous et bienvenue sur le journal lyonnais. Au titre de l'actualité, la baguette change sa recette et perd quelques grammes de sel. Un changement de travail pour les boulangers et de consommation pour les Français. Nous vous emmènerons aussi au SIDO, ce salon qui réunit chaque année les professionnels de l'industrie high-tech, un grand événement qui traite des enjeux de demain. Et enfin, nous sommes allés au Lyon Paper Festival où plus de 50 artistes se sont réunis au Fort de Vèze, une exposition artistique internationale pour tous les intéressés. En ce mois d'octobre, la recette de la mythique baguette a quelque peu changé. Elle est désormais confectionnée avec quelques grammes de sel en moins, un véritable symbole qui évolue pour la santé de tous. Un reportage signé Clément Rollo et Mayol Kérémian. En ce début du mois d'octobre, la recette de la mythique baguette a quelque peu changé. Elle est désormais confectionnée avec quelques grammes de sel en moins. Un véritable symbole qui évolue pour la santé de tous. Un reportage signé Mayol Kérémian et Clément Rollo. Mohamed prépare sa pâte comme tous les matins, mais aujourd'hui elle contient moins de sel. Il répond aux recommandations du syndicat des boulangers. Pas d'inquiétude, le sel ne disparaît pas du pain, il perd 1 gramme au kilo, soit une toute petite pincée. Il faut aller petit à petit pour ne pas brutaliser le palais, parce que les gens, quand ils sont habitués à un produit trop sucré ou trop salé, et d'un coup on diminue, ça paraît fade. Alors quand on va petit à petit, donc on a déjà passé par 18 grammes, et là actuellement on est à 16 grammes, et franchement les gens, ils ne voyaient pas la différence. Ce changement n'impacte pas la confection des baguettes, la modification de la recette est presque transparente pour le boulanger comme pour le consommateur. La baguette a déjà perdu 25% de sel en 10 ans, et pourtant, elle est apparemment toujours aussi bonne. Rien de mieux que de demander aux habitués ce qu'ils en pensent. Merci. Ah, j'en ai entendu parler, mais non, je savais pas. Parce que j'ai pris la même chose hier et j'ai pas senti. Non, mais effectivement, après, c'est minime, hein, par rapport au goût. Donc effectivement, ils disent que vraiment... On pourrait le faire. Et maintenant, rendez-vous en 2025, prochaine échéance à laquelle la recette devra encore perdre 10% de son sel. La précarité est de plus en plus présente en France. Pour pallier à ce problème, l'État a débloqué un fonds de plus de 150 millions d'euros. Si la plupart des associations bénéficient de cette aide, ce n'est pas le cas pour tous qui peinent à se faire entendre. Gabriel, vous êtes sur place, comment font les petites associations pour survivre ? 9,2 millions, c'est le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté en France, dont environ 1 million dans la région Aura, selon l'INSEE. Pour pallier à cela, le gouvernement a mis en place le plan de la lutte contre la pauvreté et a décidé d'allouer 156 millions d'euros aux aides alimentaires. Pourtant, les associations qui en bénéficient jugent ce chiffre insuffisant. Par exemple, les Restos du Cœur ont déjà donné 156 millions d'euros cette année et sont déjà obligés de faire des ramasses et de faire des collectes pour avoir plus de nourriture à donner. D'autres associations, très souvent de proximité, n'ont même pas accès à ces aides. Et c'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de Aïssa Poulambert, cofondatrice des Amis pour tous, située à Villeurbanne. Alors le gouvernement, elle fait ce qu'elle peut, hein, je n'ai pas de jugement à donner. Mais c'est souvent les petites associations de proximité, moi je dirais, elles sont oubliées un peu. Elles sont oubliées, alors qu'elles sont sur le terrain. Après, le problème, c'est que nous, on ne va pas au plateau télé pour parler de la précarité parce qu'on n'a pas le temps et puis on n'a pas de ressources, je vais dire même intellectuelles. Moi, je ne peux pas aller là-bas argumenter ce qui se passe aux Amis de tous. Intellectuellement, je ne peux pas. Mais je les vis au quotidien avec mes bénévoles. On accueille maintenant Clément pour sa chronique quotidienne. Bonjour Clément. Bonjour Julien. Aujourd'hui Clément, tu vas nous parler de l'histoire touchante de la semaine. Ouais, exactement. D'abord, est-ce que tu cours un peu ? Pas beaucoup, j'avoue que je cours pas beaucoup. Et bah là, il y a quelqu'un qui fait une course de plus de 200 km et son nom c'est Michael Habib. Cet animateur sportif partira le 25 octobre pour un trail de plusieurs jours sans assistance. Il n'a pas prévu de nuit d'hôtel non plus. Ce grand fan de Pékin Express espère trouver le gîte chez les habitants sur son passage. Il renseigne toute sa préparation sur son compte Instagram nommé Mika Run Trek. Alors Clément, pourquoi il fait cette aventure ? Eh bien, il dédie cette course à la cause du handicap et plus précisément à la leucodystrophie. Il veut récolter des dons pour aider une jeune fille avec qui il s'est lié récemment d'amitié.
Cette petite, prénommée Mila, est touchée par cette maladie dégénérative. Elle ne peut ni marcher, ni parler, et n'arrive pas à tenir sa tête. Et donc l'objectif de cette course est donc récolter des dons pour pouvoir d'abord lui payer un fauteuil adapté à son handicap. Mais c'est pas tout, parce qu'il veut aussi lui payer un stage de rééducation spécialisé pour cette maladie qui n'existe qu'en Espagne. Ceux qui veulent suivre cette formidable aventure peuvent le faire sur ses différents réseaux sociaux. Le départ est donc fixé le 25 octobre. Il est d'ores et déjà possible de faire des dons sur son compte Instagram. Merci beaucoup Clément. Les vélos qui sont mis par 3%, c'est le nombre d'abonnés Velov qui utilisent les... Donc je disais donc que les vélos électriques qui sont mis à disposition par la métropole ne séduisent pas les Lyonnais. Seulement 3% des abonnés Velov les utilisent en métropole, et la métropole est en pleine élaboration d'une situation. Nos journalistes Enzo Martinez et Laure Cazès se sont rendus sur place pour nous éclairer sur le sujet. 3%, c'est le nombre d'abonnés Velov qui utilisent les e-Velov, la version électrisée des vélos en libre service dans la métropole de Lyon. Alors que le service bat des records avec près de 84 000 abonnés, seulement 2800 ont en leur possession la batterie qui permet de les utiliser. Le principal reproche des usagers, le poids des vélos, qui sont plus difficiles à manœuvrer sans batterie. Les vélos électriques sont lourds quand on n'a pas de batterie. Et des fois, il ne reste que des vélos électriques à disposition. En fait, ça c'est hyper désagréable parce qu'ils sont encore plus lourds que les autres. Donc je ne conseille pas. Je les trouve un peu plus lourds. Et c'est vrai qu'il faut investir dans une batterie. Tout le monde n'a pas ça à sa portée, ni financièrement, ni l'envie des fois. Autre problème recensé, un manque de puissance de la part des moteurs qui rend difficile l'ascension des pentes de la Croix-Rousse et de Fourvière. Pour certains, la solution est toute trouvée. Au lieu d'être incertain de l'état du vélo que l'on va emprunter, mieux vaut acheter son propre destrier. C'est bien dans le sens où les gens n'ont pas vraiment à protéger leur vélo, ils ont juste à penser à leur batterie et à transporter leur batterie avec eux. Par contre, le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de puissance, on n'a pas beaucoup d'autonomie, et ensuite on ne sait pas sur quel vélo on tombe. Donc quelqu'un qui veut un vélo qui fonctionne très bien, c'est au petit bonheur la chance, selon le vélo sur lequel il va tomber, quoi. La solution est actuellement en pourparlers entre la métropole et JC Deco, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Si un changement devrait se faire, il faudrait changer ou modifier les 2500 e-Velov qui ont été mis en place jusqu'à présent. « 41 ans, a été tué de 28 coups de couteau. Si l'acteur césarisé Gérard Thomassin était le premier suspect soupçonné, sa disparition en août 2019 l'a depuis écarté de l'enquête. Aujourd'hui, c'est Mamadou Diallo, ancien ambulancier de 34 ans, qui est le suspect principal de l'affaire après que la police a retrouvé des traces de son ADN sur la scène de crime. S'il avait été acquitté en première instance au bénéfice du doute, je cite, devant la cour d'assises de l'Ain en avril 2022, Diallo est de retour devant la justice. Il est en comparution depuis le 12 octobre, soit une semaine. Mais il y a pourtant un détail qui dérange les jurys. Qu'est-ce que c'est ce détail, André ? Eh bien, étrangement, sa version des faits change à chaque fois qu'il est interrogé, disant un jour qu'il a touché le corps de la victime avant de dire le contraire le lendemain. C'est pourquoi des experts psychiatriques et psychologiques sont attendus aujourd'hui à la barre. Le verdict est attendu pour demain ou vendredi. Merci beaucoup Enzo. Merci Julien. Jusqu'à ce soir, la Cité internationale de Lyon accueille le CIDO qui réunit les professionnels de l'industrie high-tech au programme robotique, cybersécurité et intelligence artificielle. Comment l'IA révolutionne l'industrie ? Nos équipes se sont rendues sur place. Un reportage de Gabriel Gatelier et Julien Chatredias. Dans le 6e arrondissement de Lyon, plus de 250 exposants et visiteurs du monde entier se sont donné rendez-vous au CIDO. Le salon propose un tour d'horizon de l'intelligence artificielle et de ses perspectives à court et moyen terme. De son côté, Sentiloc facilite la traçabilité des produits chimiques dans les milieux pharmaceutiques grâce à l'intelligence artificielle. On a développé en fait un concept de plateau connecté basé sur la technologie NFC. Donc nos plateaux sont des surfaces de détection sur lesquelles on vient poser des objets qui sont tagués avec des stickers NFC et on peut ainsi automatiser les inventaires, donc détecter les produits qui sont sur les plateaux, les compter,
les géolocaliser aussi au centimètre près et mesurer aussi le temps, le moment où ils ont été vus pour la dernière fois sur le plateau. Cette technologie permet d'améliorer la gestion des produits, mais l'IA peut aussi être utilisée à des fins comme le contrôle qualité d'infrastructures et des services via le traitement d'images. C'est reconnaître ce que c'est par exemple un isolateur, apprendre ce que c'est un isolateur on va dire conforme et pouvoir détecter quand il y en a justement qui sont non conformes, qui posent problème et donc ça pouvoir le faire de manière automatisée. Donc on va fournir un système, on vient le poser sur le toit du TGV. On fait le trajet en TGV, on filme tout le trajet et après via des outils automatiques on va pouvoir venir détecter tous les problèmes. Malgré des connaissances et des termes très techniques, le salon attire tout de même des visiteurs qui ne sont pas forcément experts dans le milieu. C'est le cas d'Étienne, étudiant en marketing venu pour s'informer sur l'industrie. Je suis ici parce que c'est un sujet que j'aborde au sein de mon entreprise. Donc je suis venu ici pour en apprendre un peu plus sur les nouvelles technologies, les nouveaux métiers, ce qui va se faire pour plus tard. Donc c'est surtout dans un but un petit peu informationnel. La Cité des Halles dans le 7e arrondissement de Lyon se transforme en véritable coin de Bavière pour accueillir Oktoberfest, cette fête allemande emblématique. Ce festival qui est entièrement dédié à la bière est en partenariat avec les bars Ninkasi. Enzo Martinez et Laure Cazet s'y sont rendus pour nous. Préparez vos verres et votre soif, la Cité des Halles se met aux couleurs allemandes pour la première édition de son Oktoberfest. À cette occasion, la Cité des Halles dans le 7e arrondissement se transforme en beer garden typiquement germanique. Le but, amener l'ambiance de la fête allemande dans la capitale des Gaules, le tout avec une sélection de bières en conséquence. C'est une immersion dans l'Oktoberfest en fait. Ça se fait beaucoup en Allemagne, étant donné que nous on est un beer garden, on a voulu faire un peu la même chose. Et du coup on propose plusieurs bières, les bières habituelles qu'on a au quotidien et puis des bières allemandes pour être dans le ton de l'Oktoberfest. Mais le festival ne se résume pas qu'à la bière, du traditionnel baby-food jusqu'au lancer de hache. Plusieurs animations et activités sont prévues pendant l'événement, de quoi passer un bon moment entre amis pour le plus grand nombre. On voulait boire un coup après les cours, parce que c'est aussi le début de l'année, donc histoire de faire un peu des trucs pour souder le groupe. Et donc c'est pas loin, c'est très... l'ambiance correspond bien, parce qu'on a un master de sciences sociales, donc ça correspond bien à notre sensibilité un peu de lieux conviviaux alternatifs. Plus de 200 ans après son invention, l'Oktoberfest continue de plaire en dehors de ses frontières, mais toujours avec modération. Le Festival débute aujourd'hui au Fort de Vèze. Le festival durera jusqu'à dimanche et accueillera plus de 59 artistes différents. Entre dessins, peintures et bandes dessinées, on vous propose de découvrir le festival. Un reportage de Mathilda Passot et Julien Chatredias. C'est au rythme du crayon déambulant sur les feuilles que le festival accueille les visiteurs. Les étudiants en art dessinent avant de rentrer dans l'exposition dans un cadre inspirant. Pour eux, l'opportunité est de découvrir des artistes et des œuvres. Dans le cadre de mes études en art, on nous a fait venir pour rencontrer des artistes et pour discuter avec de nouveaux artistes et pour voir le travail de nouvelles personnes. J'ai Mathieu Marie, qui est celui qui fait des illustrations de personnages qui sont très fun, très chouettes. Les 57 artistes qui seront exposés au long du festival dans divers lieux de Lyon viennent des 4 coins du monde. Rosario Hines vient de Colombie. Pour elle, le festival lui tient à cœur. On participe à un salon assez important à Lyon, du dessin. Et alors, on fait des connaissances importantes et des personnes qui viennent ici, des magazines, des collectionneurs, des galeristes, et que ça nous aide énormément en tant qu'artistes. Derrière tous ces tableaux hauts en couleurs, se cache une volonté d'amener l'art aux yeux de tous. Le but, c'est de présenter des artistes, c'est de présenter du dessin, et le dessin tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a un titre un peu pompeux de dessin contemporain, mais c'est le dessin pratiqué actuellement par des artistes. Et c'est un salon de dessin qui présente tout un tas de styles. On a voulu ce salon de dessin le plus éclectique possible. L'exposition se déplacera de Lyon 9 à Lyon 5, en passant par la gare Saint-Paul et le musée d'histoire de Lyon. C'est déjà la fin de cette édition, merci beaucoup de l'avoir suivi, on vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne journée à tous.